Xavier Kawatopor. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du cinéma, passionné d'art. On va revenir avec vous sur la place de Notre-Dame de Paris dans la culture populaire. On peut d'ailleurs lire votre tribune parue dans le journal Le Monde ce soir. Le mythe est plus grand que la catastrophe. Notre-Dame, monument emblématique qui a inspiré des chanteurs, des cinéastes, des écrivains et bien sûr le chef-d'œuvre littéraire de Victor Hugo, roman monumental, 59 chapitres, plus de 700 pages. Cet ouvrage, c'est la création d'un mythe. Oui, c'est à la fois l'un des premiers grands romans historiques, donc c'est vraiment l'initiation d'un genre, et le génie de Victor Hugo, c'est de s'être emparé de ce monument et d'en avoir véritablement fait un personnage central autour duquel s'articule entièrement l'histoire, et c'est une histoire totalement universelle. C'est un grand mythe parce que c'est une grande histoire d'amour impossible, c'est un triangle amoureux qui est voué à l'échec et au drame. Entre Quasimodo, Esmeralda Frollo. Et Frollo, le méchant. Et Phébus aussi, et voilà. Alors, le livre, vous dites que c'est un peu le J'accuse de Victor Hugo, puisque, à l'époque, le romancier a un objectif qui est de dénoncer l'état de la cathédrale qui tombe en ruine. Alors, c'est vraiment un plaidoyer, ça c'est très clair, parce qu'on se retrouve au lendemain de la Révolution française, donc un moment où la cathédrale est laissée pour compte, elle est effectivement dans un état de vétusté assez avancé, elle fait l'objet d'un certain nombre de saccages. Oui, les monuments religieux, on les met de côté. On est après la Révolution, donc effectivement, voilà, on tourne une page de ce côté-là, et effectivement, il y a des saccages, il y a des menées contre le monument en tant que tel, et Victor Hugo s'en émeut véritablement, et il décide, et c'est vraiment le projet de son livre, le projet de départ, de sensibiliser l'opinion publique au devenir de ce grand monument historique. Et il va y réussir. Il va y réussir extrêmement bien, puisque effectivement son roman est couronné de succès, et puis ce succès populaire, cette sensibilisation de l'opinion publique va être suivie par des travaux de restauration, notamment menés par Viollet-le-Duc à partir de 1844, qui vont effectivement véritablement signer le renouveau architectural du lieu. Alors, certains passages de ce roman, publié il y a quand même presque 200 ans, attirent particulièrement l'attention aujourd'hui par leur ton prophétique, pourrait-on dire. Je pense notamment à ce chapitre où Victor Hugo évoque l'incendie de la cathédrale. Et je vous propose qu'on écoute ces quelques lignes lues par le comédien Guillaume Gallienne. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. C'est troublant quand même, la modernité de ce texte, et notamment parce qu'on a l'impression que Victor Hugo décrit ce qu'on a pu voir hier. Oui, alors c'est l'œuvre d'un visionnaire. Victor Hugo est un très grand romancier, c'est un génie de la littérature. Et puis les figures qu'il manie, les symboles qu'il manie sont des symboles vraiment universels. Et on ne peut être effectivement que frappé par cette association de la cathédrale aux flammes, au bûcher, qui appartient d'une certaine manière à une tragédie, et c'est cette tragédie que l'on a eu l'impression de vivre hier soir. Alors justement, depuis hier soir, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, plus d'1 milliard de tweets envoyés. Le roman de Victor Hugo est lui numéro 1 des ventes sur Internet aujourd'hui. Il y a même des libraires qui appellent à conserver les marges des ventes et les reverser pour aider à la rénovation, à la reconstruction de la cathédrale. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est un patrimoine universel. Tout le monde se l'approprie. Moi, ça me rappelle les funérailles nationales de Victor Hugo. Je crois qu'il y a vraiment une rencontre entre ce grand monument, cette grande figure à la fois littéraire, artistique, politique qui était Victor Hugo, et puis peut-être quelque chose de l'identité française. Ça s'est joué au moment de ces funérailles, ça se joue encore aujourd'hui, à travers effectivement ce drame où on a à nouveau rendez-vous avec le mythe de Victor Hugo, et on voit bien qu'effectivement l'idée de Notre-Dame de Paris, l'idée de la cathédrale est
plus grand et plus vaste finalement que le monument historique ou que le lieu de culte que l'on connaît. Et d'ailleurs, ce mythe dépasse largement nos frontières. La cathédrale a inspiré toute une production artistique, notamment dans le cinéma. Oui, Hollywood s'est emparé très tôt du roman de Victor Hugo. Alors d'abord le cinéma français, puis Hollywood, dès les années 20, dès 1923. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que des grands interprètes, des grandes stars... Comme on voit là à l'écran, en effet. Des grandes stars du cinéma muet. Tout à fait, ça c'est Lon Chaney, donc l'un des premiers grands Quasimodo. Là vous avez Charles Laughton dans un film de William Dieterle. Et puis, effectivement, celui qui est aujourd'hui encore très connu, Anthony Quinn, dans le film de Lannoy en 1956. Donc, voici Gina Lollobrigida, donc une grande Esmeralda. Oui, c'est aussi de la rencontre entre Hollywood et Victor Hugo à travers ces acteurs absolument extraordinaires. On a presque l'impression que la carrière cinématographique de Notre-Dame de Paris est davantage due à Hollywood qu'aux Français, finalement. Même avec Disney. Hein. Oui, c'est le talent de l'industrie américaine de s'emparer du patrimoine européen. Qu'en a pensé la famille de Victor Hugo, justement? La famille Victor Hugo a été assez critique sur l'adaptation de Disney, puisque pour plusieurs raisons, à la fois parce que le nom de Victor Hugo n'apparaît qu'au générique final, et puis surtout parce que le film est vraiment passé à la moulinette de l'écriture disneyienne, c'est-à-dire que c'est un film avec beaucoup plus clivé, avec un manichéisme beaucoup plus prononcé que dans l'œuvre originale, avec notamment un personnage de Frollo qui bascule définitivement du côté du mal, alors qu'il est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe dans le personnage dans le roman de Victor Hugo. Et puis jusqu'au happy end, puisqu'on a effectivement un final cher à Disney, où on a au final les épousailles de Quasimodo et d'Esmeralda, ce qui évidemment est un non-sens total par rapport au mythe qui est celui au contraire d'un amour totalement impossible. On ne leur a pas demandé leur avis. Non, ils étaient déjà morts depuis un certain temps. Notre-Dame de Paris, c'est tout un pan de notre culture populaire. Elle a été chantée par Piaf, par Trenet également. Mais l'événement qui l'a remise sur le devant de la scène, c'est la comédie musicale. On a peut-être tous l'air en tête, je ne vais pas le chanter, sinon ensuite on va le garder pendant des heures. Elle a été traduite en 9 langues, 10 millions de spectateurs. Ça veut dire quoi? Pour les nouvelles générations, c'est ça, Notre-Dame de Paris? Ce qui est en tout cas très, très symptomatique, c'est que la sortie du film de Disney en 1996, puis la comédie musicale de Luc Plamondon vont véritablement booster la fréquentation du monument historique. C'est-à-dire que suite à ces deux grandes œuvres populaires, il y a vraiment un regain d'intérêt très très fort sur la visite de Notre-Dame. Donc oui, je pense que ce sont effectivement des leviers dans l'imaginaire contemporain pour revenir au monument et je l'espère aussi au roman de Victor Hugo. Ça veut dire que tous les moyens sont bons finalement pour appréhender notre histoire ou notre patrimoine culturel. Je vais même plus loin. J'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo, paraît-il célèbre. Je ne joue pas aux jeux vidéo, mais beaucoup de personnes l'apprécient. Ça s'appelle Assassin's Creed, en tout cas parmi les jeunes et dans la jeune génération, où tous les plans intérieurs de Notre-Dame ont été modélisés pendant des années pour être reproduits à l'identique et servent de décor à ce jeu vidéo. Ça peut paraître un peu incongru comme ça. Moi, je crois qu'un mythe appartient à tous. Et c'est sa richesse, effectivement, de pouvoir donner naissance à des formes artistiques, culturelles totalement différentes. Eh bien, merci. Merci Xavier Kawasopor d'être venu sur notre plateau. Et on poursuit la réflexion avec C'est dans l'air et Caroline Roux qui revient sur cette terrible nuit d'incendie, mais également sur les nombreux défis à relever pour que l'édifice renaisse de ses cendres. Où en est-on de l'enquête? Combien de temps faudra-t-il pour reconstruire le monument? C'est dans l'air, c'est dans un instant. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Ne bougez pas.